Dans une librairie, poétise l'écrivain belge Francis Danemark, le temps ne passe pas. Si Dieu existait, il serait une bibliothèque, écrit de son côté l'italien Umberto Eco. Les bibliothèques, nous l'avons vu dans un premier volet consacré aux livres, sont les ancêtres des maisons d'édition, et il faut préciser qu'elles étaient appelées librairies au Moyen Âge. Le monument du romantisme français, Victor Hugo, dont on a souvent pu mesurer le goût pour les références historiques, posait la question: qu'est-ce que le genre humain depuis l'origine des siècles? C'est un liseur. Il a longtemps éplé, il épelle encore. Bientôt, il lira. Alfred de Vigny, qui fréquenta le cénacle romantique créé autour de Victor Hugo, se montrait moins optimiste. Un livre est une bouteille jetée en pleine mer, sur laquelle il faut coller cette étiquette: attrape qui peut. Pour Franz Kafka, moins kafkaïen qu'à l'habitude, on ne devrait lire que les livres qui nous piquent et nous mordent. Si le livre que nous lisons ne nous réveille pas d'un coup sur le crâne, à quoi bon le lire? Bien avant Kafka, pour le philosophe Francis Bacon, qu'il ne faut pas confondre avec le peintre, c'était au lecteur de mordre. Il y a des livres, écrivait-il, dont il faut seulement goûter, d'autres qu'il faut dévorer, d'autres enfin, mais en petit nombre, qu'il faut, pour ainsi dire, mâcher et digérer. Je demande à un livre, écrivait de son côté le biologiste Jean Rostand, de créer en moi le besoin de ce qu'il m'apporte. Plus lyrique, Louis Aragon déclarait n'avoir jamais rien demandé d'autre à ce qu'il lisait que le vertige. Agrippa d'Aubigné, dont le poème baroque Les Tragiques inspira beaucoup Victor Hugo, le disait en d'autres termes: nous sommes ennuyés de livres qui enseignent, donnez-nous-en pour émouvoir. Mais le grand intellectuel allemand Goethe se montrait pour le moins dubitatif. Certains livres semblent avoir été écrits non pour nous instruire, mais pour qu'on sache que l'auteur avait du savoir. Pourtant Goethe vibre d'un bel enthousiasme si on le compare à Paul Morand. Les grandes œuvres sont toutes des vengeances, les chefs-d'œuvre sont tous des revanches. Je crois que c'est la loi de fer des écrivains, ils ne réussissent leurs livres que dans la mesure où ils ont raté leur vie. Guy de Maupassant, dont les romans ont été en nombre adaptés au cinéma, regardait la lecture avec un œil de peintre. L'œil, songez à lui. Il boit la vie apparente pour en nourrir la pensée. Il boit le monde, la couleur, le mouvement, les livres, les tableaux, tout ce qui est beau et tout ce qui est laid, et il en fait des idées. S'il faut en croire le poète moraliste et chrétien Christian Bobin, on lit comme on aime, on entre en lecture comme on tombe amoureux. Par espérance, par impatience. Sous l'effet d'un désir, sous l'erreur invincible d'un tel désir, trouver le sommeil dans un seul corps, toucher au silence dans une seule phrase. Partisan d'une vision moins contemplative de la lecture, l'écrivain voyageur Sylvain Tesson se dit lui persuadé que la conversation permanente avec les livres a une efficacité au moins aussi intense que les médicaments. Mais revenons aux bibliothèques et à Umberto Eco. La fonction essentielle d'une bibliothèque, écrit l'immortel auteur du Nom de la Rose, est de favoriser la découverte de livres dont le lecteur ne soupçonnait pas l'existence et qui s'avéreront d'une importance capitale pour lui. Et nous laisserons le dernier mot à des iconoclastes de la chose écrite qui pensaient, comme le poète Stéphane Mallarmé, que le monde est fait pour aboutir à un beau livre. Les livres, philosophait Paul Valéry, qui fut son disciple et produisit des essais majeurs sur la peinture, ont les mêmes ennemis que l'homme, le feu, l'humide, les bêtes, le temps, et leur propre contenu. Pour Alfred Jarry, qui fut l'un des principaux inspirateurs du théâtre de l'absurde, le livre est un grand arbre émergé des tombeaux. Il répondait ainsi à Proust, qui voyait le livre comme un cimetière aux tombes devenues anonymes avec le temps.